Un grand merci à mon sponsor pour la vidéo d'aujourd'hui, Curiosity Stream. C'est de loin mon service de streaming préféré, car c'est un endroit où je peux regarder des milliers de documentaires incroyables et apprendre énormément sur de nombreux sujets différents, comme la nature, l'histoire, la technologie et la musique. Mais pour moi, ce sont les documentaires historiques qui m'intéressent vraiment. L'un de mes documentaires préférés sur ce service de streaming est La guerre des trônes, la véritable histoire. En le regardant, vous en apprendrez plus sur les siècles turbulents de l'Europe ancienne et sur la façon dont les familles et dynasties assoiffées de pouvoir se sont battues pour la domination du continent. Derrière ces murs de châteaux de pierre se cachait un monde d'alliances stratégiques, d'adultères, de complots, de trahisons et de meurtres. Curiosity Stream est également disponible dans le monde entier et peut être visionné sur de nombreuses plateformes telles que WebApp, Roku, Android, Xbox One, Smart TV, iOS, Amazon Kindle et Apple TV. Parce que vous êtes abonné à History Profiles, j'ai une offre spéciale pour vous. Profitez de 25% de réduction sur l'abonnement annuel. C'est seulement 14,99 pour toute l'année, ce qui revient à seulement un 25 par mois. Alors utilisez mon lien dans la description ou rendez-vous sur curiositystream.com/hp pour un accès illimité aux meilleurs documentaires du monde. Et utilisez mon code promo HP pour vous inscrire et obtenir 25% de réduction sur votre abonnement annuel. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'Angleterre et la Scandinavie des 10e et 11e siècles. C'était une époque périlleuse où les rois d'Angleterre étaient assassinés, exilés ou abattus sur le champ de bataille. Inutile de préciser que c'était une époque de meurtre, de trahison et d'ambition. En Scandinavie, la situation n'était guère meilleure. Sven à la barbe fourchue était le père de Canute, et avant la naissance de Knut, vers la fin du Xe siècle, Sven s'est révolté contre son propre père, le roi Harald à la dent bleue, et a pris le trône du Danemark, poussant son père à l'exil et à la mort. L'histoire de Canute met en scène de nombreuses figures impressionnantes, car à cette époque, lorsque les bateaux étaient faits de bois, les hommes étaient faits d'acier. Lorsque Canute n'était qu'un garçon, il a entendu l'histoire du massacre de la Saint-Brice. Le roi Ethelred d'Angleterre a ordonné l'extermination de tous les Danois sur ces terres, ce qui a conduit à la mort de sa tante Gunhild, de son mari Palig et d'innombrables autres. Son père Sven à la barbe fourchue fut submergé par le chagrin. Il menait personnellement des raids contre l'Angleterre fréquemment. Le père de Canute était impulsif, audacieux et un guerrier sans peur, mais il n'était pas présent pour le garçon, car il était toujours parti combattre. Alors, comment Canute allait-il être forgé pour devenir le plus grand roi que la Scandinavie ait jamais connu? Voici son histoire. Tout d'abord, examinons la jeunesse de Canute. Nous n'avons pas de date exacte de sa naissance, mais il est largement admis qu'il est né en 990. Il venait d'une lignée légendaire, son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père étant Sigurd Eil de Serpent, le mythique guerrier viking et roi danois, qui était le fils de Ragnar Lodbrok. Le grand-père de Canute, Harald à la dent bleue, rejeta les anciens dieux de ses ancêtres et adopta le christianisme, devenant ainsi le premier roi scandinave à l'accepter. Donc Canute était chrétien, tout comme son grand-père. Mais avec son père toujours absent, comment apprendrait-il ce que cela signifiait d'être un homme et un guerrier? Selon un livre du XIIIe siècle appelé le Livre de Flatté, Knut a été personnellement formé à l'art de la guerre par Thorkel le Grand. Pour que cela se produise, Knut aurait peut-être été envoyé à Jomsborg, le château des légendaires guerriers Jomsvikings. Thorkel le Grand était un guerrier célèbre et on disait qu'aucun homme n'était plus grand que lui. Il apprendrait au jeune Knut l'art de l'épée, de la hache et comment tuer un homme. En grandissant, Knut admirait Thorkel, car il représentait tout ce qu'il voulait devenir. Fort, respecté et craint. Knut n'oublierait pas le seigneur Thorkel, car il lui devait beaucoup. L'entraînement de Knut par Thorkel et les Jomsvikings était si intense qu'il serait prêt pour le combat dès son adolescence.
Dans le Knutsdrapa, un vieux poème nordique, il est dit que Knut n'était pas d'un grand âge lorsqu'il partit pour la guerre pour la première fois. Mais on ne sait presque rien de la jeunesse de Knut, à part son apprentissage auprès de Thorkel. Une fois devenu homme, il fut décrit ainsi dans la saga des Knutlinga. Knut était exceptionnellement grand et fort, et le plus bel homme de tous, sauf pour son nez qui était fin, haut placé et plutôt crochu. Il avait néanmoins le teint clair et une belle chevelure épaisse. Ses yeux étaient meilleurs que ceux des autres hommes, à la fois plus beaux et dotés d'une vue plus perçante. Assez vite, en l'an 1012, l'ancien précepteur de Canute, Lord Thorkel, devenu chef des Jomsvikings, mena une invasion viking en Angleterre avec ses hommes. Le chaos provoqué par Thorkel en Angleterre donna à Sven, le père de Canute, l'occasion de finir ce qu'il avait commencé, à savoir tuer le roi Ethelred d'Angleterre ou prendre sa couronne, voire les deux. Mais cette fois, Sven emmènerait son fils, le prince Canute, avec lui. En 1013, Sven et Canute menèrent une invasion à grande échelle de l'Angleterre. Ils navigueraient avec des centaines de navires, prêts à prendre le trône et à venger l'extermination des Danois ordonnés par le roi Ethelred des années auparavant. Lorsque Canute et son père arrivèrent en Angleterre, selon la chronique anglo-saxonne, ils débarquèrent avec leur flotte à Sandwich et se rendirent rapidement en Est-Anglie. Le comte Uhtred se soumit rapidement à Sven, tout comme tout le peuple de Northumbrie. Ensuite, les habitants des 5 bourgs firent de même. Ils se rendirent ensuite à Winchester et les habitants firent de même. Ils se dirigèrent ensuite vers l'Est jusqu'à Londres. La conquête de Londres s'avéra cependant difficile car Thorkel le Grand fit défection au profit du roi Ethelred après avoir abandonné ses raids individuels en Angleterre. Il devint l'un des généraux d'Ethelred et il défendit personnellement Londres contre les forces de Canute et Sven. Néanmoins, la résistance de Thorkel fut vaine. Il savait qu'il ne pouvait pas tenir la ville face à la puissance écrasante des forces de Sven et de Canute. Le roi Ethelred envoya ses fils Édouard et Alfred en Normandie, puis se retira sur l'île de Wight. Thorkel abandonna Londres pour rencontrer Ethelred une dernière fois. Après cela, Ethelred suivit ses fils en exil. Le jour de Noël de l'an 1013, Sven fut proclamé roi d'Angleterre. Seulement 5 semaines après son accession, il mourut à l'âge de 50 ans. Sven n'eut même pas le temps d'organiser son vaste nouveau royaume, et sa mort soudaine plongea l'Angleterre dans le chaos. Mais à la mort de Sven, les Vikings et le peuple du Danelaw réclamèrent que Canute soit couronné roi d'Angleterre. Le Witan, cependant, qui était le conseil du roi composé de la noblesse anglo-saxonne, envoya rapidement un message en Normandie pour rappeler Ethelred de son exil. Le roi Ethelred, avec le soutien du Witan, rassembla rapidement une force de loyalistes. Le fils d'Ethelred, guerrier exceptionnel, était réputé parmi les meilleurs épéistes d'Angleterre. Il deviendra connu sous le nom d'Edmond Côte de Fer et il mènera l'armée de son père dans une attaque surprise contre les forces de Canute. L'attaque força l'armée viking de Canute à retourner vers leur Darakar et les poussa à fuir l'Angleterre. Canute était à son point le plus bas. Il avait perdu son père, perdu les terres qu'il venait d'acquérir pour lesquelles il s'était battu, et il n'était pas roi. Alors il est allé voir son frère Harald et a réussi à rassembler plus d'hommes pour une nouvelle campagne en Angleterre, et il n'allait pas laisser tous les accomplissements de son père partir en fumée. Ainsi, à l'été 1015, la flotte de Canute mit les voiles vers l'Angleterre, et leur nombre était immense. Mais cette invasion ne serait pas comme celle de son père, car il faisait face à Edmond Côte de Fer, et quelque chose avait changé en lui, peut-être à cause de son exil. Il était fort, audacieux, et une figure inspirante pour ses hommes. Il devenait rapidement un sauveur pour les Anglais. Il était prêt à mourir pour ses hommes, et ils feraient de même pour lui. Et ce à quoi Canute était confronté, ce n'était pas la révérence et la soumission des seigneurs, mais une guerre sanglante et atroce.
On dit que les batailles à venir furent d'une intensité qui n'avait pas été vue depuis l'époque d'Alfred le Grand. Début septembre, Canute arriva à Sandwich. Il contourna ensuite le Kent pour rejoindre le Wessex et commença sa campagne. Et pour l'emporter, des rivières de sang devraient souiller la terre anglaise qu'il souhaitait gouverner. Le seigneur Eardric, l'Aldorman de Mercie, abandonna le roi Ethelred et lui ainsi que ses hommes rejoignirent Canute. L'ancien mentor de Canute, l'homme qui lui avait appris à se battre et à devenir un homme, le seigneur Thorkel, le commandant des Jomsviking, fit également défection pour rejoindre son camp et abandonna le roi Ethelred. En raison de leur histoire commune et de la légende de Thorkel et de ses hommes, Canute accepta son allégeance. Au cours des mois suivants, alors que Canute lançait sa campagne, le roi Ethelred mourut en avril 1016, laissant son fils Edmond Côte de Fer prendre la défense du pays. Très vite, après de nombreux assauts, raids et massacres, le célèbre Edmond Côte de Fer et Canute allèrent s'affronter directement. Dans les collines de Sherstone, le 25 juin, les armées danoises et anglaises allèrent s'affronter. Thorkel le Grand appela ses Jomsvikings depuis leurs 40 navires et ils affrontèrent l'armée en première ligne pour prouver sa loyauté envers Canute. Alors que la bataille faisait rage, les morts s'accumulaient. La bataille était féroce et Thorkel et ses Jomsvikings combattaient avec une telle férocité qu'aucun homme ne pouvait leur faire face, terrassant tous les Anglais sur leur passage. Mais Edmond Côte de Fer, le prince guerrier, se battait lui aussi de façon incroyable, abattant de nombreux soldats danois et inspirant ses hommes à continuer le combat. Canute était lui aussi au cœur des combats et se battait avec une fureur quasi hypnotique. Mais une fois la rage sanguinaire retombée chez les chefs des armées, Canute et Edmond virent l'ampleur des morts et du carnage et finirent par mettre fin à la bataille. Aucun camp ne gagna ce jour-là. Il n'y eut aucune célébration cette nuit-là, car les morts des deux côtés étaient trop nombreux pour être comptés. Plus tard cette année-là, le 16 octobre 1016, une bataille décisive allait avoir lieu, qui déciderait du sort de l'Angleterre. La bataille d'Assanjun eut lieu dans l'Essex, où Canute et Thorkel affrontèrent une fois de plus Edmond Côte de Fer. Pendant la bataille, les armées anglaises et danoises se battirent vaillamment. Mais Eadric, l'Ealdorman de Mercie, trahit de nouveau Edmond Côte de Fer et abandonna la bataille au milieu du carnage, ce qui permit aux Vikings de percer les lignes anglaises et d'anéantir les forces d'Edmond. Edmond s'enfuit alors et Canute et son armée le poursuivirent. Les deux chefs finirent par se rencontrer pour négocier les conditions. Les Vikings et Knut avaient tellement de respect pour Edmond en tant que guerrier qu'ils lui permirent de gouverner le Wessex, tandis que Canute régnait sur le reste du pays, jusqu'à la mort de l'un d'eux, auquel cas le survivant prendrait le contrôle de tout le pays. Thorkel, le seigneur des Thorkel, le seigneur des Jomsvikings, fut nommé Jarl de l'Est-Anglie pour son aide et sa prouesse au combat contre les Anglais. Serait nommé Jarl de l'Est-Anglie pour son aide et sa prouesse au combat contre les Anglais. Edmond Côte de Fer mourrait bientôt, soit de ses blessures au combat, soit assassiné quelques semaines après le pacte, laissant Canute régner sur toute l'Angleterre. Le Witan, la noblesse saxonne et tous les Danois acceptèrent désormais Canute comme leur roi. Il fut couronné à Londres en 1017. Canute était intelligent en plus d'être un guerrier. Il élimina vite tous ceux susceptibles de contester son règne ou de s'opposer à lui. Il ordonna la mort du fils d'Ethelred et du frère d'Edmond Côte de Fer, Eadwig. Eardric devint bientôt arrogant et déclara que sans sa désertion, Canute n'aurait pas pu revendiquer le trône d'Angleterre. Canute répondit « Un homme qui trahit un maître est susceptible de faire de même avec un autre. » Pendant que les deux se disputaient, Eardric fut décapité à la hache de guerre par Éric de Northumbrie, qui, sans aucun doute, détestait Eardric et voulait sa mort à cause de sa trahison. La tête d'Eardric fut ensuite placée sur une pique au pont de Londres. En l'an 1018, le frère de Canute, Harald, mourut. Canute se rendit rapidement au Danemark pour s'emparer de la couronne et il y parvint. Avec son emprise sur la couronne danoise désormais stable,
Il retourna en Angleterre. En 1021, Thorkel tomba également en disgrâce auprès du roi, mais le passé avait fait de Canute un homme miséricordieux en cette occasion, car il ne pouvait pas tuer son ancien mentor. Ainsi, Thorkel fut banni au lieu d'être tué. Le roi norvégien Olaf Haraldsson profita du fait que Canute résidait en Angleterre et commença à lancer des attaques contre le royaume danois de Knut. La nouvelle parvint rapidement à Knut que son voisin ravageait ses terres, alors il mit les voiles vers le Danemark à la tête d'une armée. L'armée de Knut était désormais colossale. Il disposait d'environ 600 navires, et on disait que son propre navire mesurait 80 mètres de long. Les armées de Knut et d'Olaf allaient bientôt s'affronter lors d'une bataille connue sous le nom de l'Helgeo, avec une alliance entre le roi Olaf Haraldsson et Anund Olafsson. Les Suédois et les Norvégiens furent attaqués à l'embouchure de la Helgeo par une flotte de Knut. 1026 est la date probable, et la victoire apparente laissa Knut maître de la Scandinavie. En 1028, Knut partit avec une flotte de 50 navires du Danemark vers la Norvège. Olaf Haraldsson dut maintenant se retirer, incapable de se battre, car ses nobles s'étaient retournés contre lui. Ils furent influencés par d'importants pots de vin en or. Knut fut rapidement couronné roi. Son titre était désormais roi de toute l'Angleterre, du Danemark et de la Norvège, le fondateur de l'Empire de la mer du Nord. Pendant le règne de Knut en Angleterre, il y eut une ère de paix. Cela est dû au fait qu'il contrôlait les forces qui attaquaient régulièrement les côtes anglaises et ravagèrent les terres. Beaucoup de gens croyaient que Knut avait des pouvoirs divins et pouvait contrôler la marée. Alors Canute ordonna que son trône soit placé sur le rivage et commanda à la mer de s'arrêter et de ne pas mouiller ses pieds. Quand ses pieds furent mouillés, il se tourna vers la cour et dit que tous les hommes sachent à quel point le pouvoir des rois est vide et sans valeur, car il n'y a personne digne de ce nom, sauf celui à qui le ciel, la terre et la mer obéissent selon des lois éternelles. L'histoire de la marée ne parle pas de l'arrogance de Canute, mais de son humilité et de sa soumission à Dieu, montrant que même lui n'était qu'un homme et que la véritable autorité et le vrai pouvoir appartenaient à Dieu. Canute était un chrétien dévoué qui a réparé toutes les églises et tous les monastères qui avaient été pillés et ravagés par son armée. Comme son armée était en grande partie païenne, il devait tolérer la religion païenne pour ne pas s'aliéner ses troupes. Il est même parti en pèlerinage à Rome en 1027. Canute mourut le 12 novembre 1035 à l'âge d'environ 45 ans. C'est son génie qui maintenait son empire de la mer du Nord uni et à sa mort, il fut divisé. Le chaos éclata, car des hommes ambitieux voulèrent devenir rois. L'historien médiéval Norman Cantor a qualifié Canute de roi le plus efficace de l'histoire anglo-saxonne. Canute le Grand grandit parmi toutes sortes d'hommes, des intrigants, des guerriers et des va-t-en-guerre. Pour survivre et se forger une légende, il devait être le meilleur d'entre eux. Son entraînement avec Thorkel a fait de lui un guerrier. Son temps passé avec Erdrick l'a rendu méfiant envers les intrigants et les traîtres, et son père Sven aimait piller et partir au combat. Tout comme Canute, vétéran de 100 batailles et de nombreuses guerres. Faites-moi part de vos avis sur Canute le Grand dans les commentaires ci-dessous. Et je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode de History Profiles.